Nous sommes sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Voilà, nous allons parler d'une ville qui est surnommée la Perle de l'Ouest. C'est la capitale de l'État du Jalisco, au Mexique. Elle est située à 500 km à l'ouest de Mexico. C'est la deuxième plus grande ville du Mexique après Mexico, avec son agglomération de plus de 4 millions d'habitants. Considérée comme la Silicon Valley du Mexique, elle est aussi un pôle économique et culturel important de l'ouest du Mexique. C'est d'ailleurs le pôle culturel de l'ouest du Mexique. Nous venons d'arriver à Guadalajara. Alors, pour parler de cette ville, j'ai à mes côtés le plaisir d'accueillir Alain Figadère. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du Grand Journal. Vous avez 90 000 lecteurs francophones, français et francophiles. Tout à fait. Et Nicolas Courbet, vous êtes importateur de meubles, vous êtes gérant de meubles notamment, vous êtes gérant de Mundo Shop. Voilà. Et l'histoire entre votre famille, votre activité et le Mexique date d'un certain nombre d'années. Voilà. D'avant ma naissance, exactement. Très bien. Alors, tout de suite, on va envoyer un premier sujet qui va nous présenter Guadalajara en quelques mots. Il s'agit d'une intervention de Myriam Vachez, que vous êtes allé interviewer, Alain Figadère. Oui. Elle est française d'origine. Oui, tout à fait. Et elle est ministre de la Culture de l'État du Jalisco. Et c'est notre ancienne consul honoraire de France à Guadalajara. Parfait, on l'écoute tout de suite. Il faut d'abord vous dire que Guadalajara est une ville extrêmement francophile, et cela depuis au moins 150 ans. Donc les gens qui viennent ici se sentent bien accueillis, c'est déjà un premier pas important. D'autre part, pour vivre ici, pour s'installer, nous avons bien entendu une grande communauté française qui accueille les nouveaux arrivants. Nous avons un lycée très important, un lycée français, totalement français, avec des professeurs français. Nous avons aussi une qualité de vie, bien que la ville grandisse, notre qualité de vie se maintient extrêmement agréable. Le climat est tempéré, jamais très froid en hiver, jamais trop chaud en été. La mer à quelques heures de voiture, la montagne à 2 heures à peine, énormément d'activités sportives, de grands clubs pour faire du golf, pour faire du tennis, enfin tout le nécessaire, tout ce qu'on peut trouver dans une grande ville. Soit dit en passant, Guadalajara est une ville pas très industrielle, très commerciale, ce qui aussi lui donne un statut spécial pour la vie. Ce n'est pas une ville où on a l'impression d'être au milieu des usines avec des fumées, etc. Non, c'est une ville assez plate, pleine d'arbres, pleine de verre, pleine de fleurs, où il fait bon vivre. Alors, on va revenir sur les propos de Madame Vachez tout de suite après avoir écouté Madame Elisabeth Beton-Delegue, qui est ambassadeur de France au Mexique. Madame l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors tout de suite, on va passer à la question essentielle. Alors, Madame Vachez a évoqué la francophilie. Combien de Français résident-ils dans l'État du Jalisco ? Bien écoutez, nous avons une communauté enregistrée qui tourne autour de 1500, mais comme vous savez, nos compatriotes, en particulier dans les villes faciles à vivre, s'enregistrent peu, donc on pense qu'ils sont à peu près le double dans l'État de Jalisco, pas uniquement dans la ville de Guadalajara, mais dans l'État de Jalisco, avec d'une part une communauté d'anciennes souches, nos fameuses Barcelonettes, c'est-à-dire qui sont venus et qui, il y a plus d'un siècle, et qui ont mis une empreinte forte sur cette ville, et qui ont participé au développement de son essor commercial. Et puis les nouveaux arrivants, très souvent d'ailleurs des étudiants qui sont venus en échange et puis qui ont pris goût, comme l'a dit très bien Myriam Vachez, à la qualité de la vie à Guadalajara, et qui reviennent pour y travailler ou pour se mettre à leur compte. Je dirais, il y a quelques belles histoires de parcours professionnels de ce type. Parfait. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Alors, francophilie, 150 ans de francophilie. Comment on explique ça ? Alors, je pense que c'est plutôt dans un contexte général au Mexique,
il y a eu une arrivée massive de Français au 19e et au 20e siècle. Une partie de ces Français sont partis s'installer donc, sur la ville de Guadalajara, puisque Guadalajara, de toute façon, est la deuxième ville, le deuxième pôle économique du pays. Les fameuses Barcelonettes. Voilà, donc en partie, donc, bon, c'est un petit peu l'histoire, le mythe, disons, des Barcelonettes. Mais enfin, bon, nous, sur Guadalajara, on a des familles qui sont originaires plutôt du sud-est, effectivement, et qui sont aujourd'hui considérées comme étant des binationaux, disons, qui ont le passeport français, mais qui sont aussi totalement mexicains. Vous, Nicolas, vous avez aussi c'est une histoire d'amour donc entre vos parents et le Jalisco. Exactement. En fait, mes parents sont partis en voyage de noces en 68 au Mexique. Ils étaient partis pour 15 jours au départ. Ils y allaient aussi pour le mariage de la sœur de mon père qui se mariait là-bas avec un ingénieur qui participait à la création du métro de Mexico. Oui. Et ils sont restés 3 mois, en fait. Ils n'avaient plus d'argent pour rentrer. Et ils ont rencontré un Mexicain très sympa dans un ascenseur qui les a aidés, qui leur a prêté d'argent. Et ils ont commencé petit à petit Ils ont monté un business. Et au départ, vraiment tourné sur l'artisanat. Et puis petit à petit, mon père a découvert vraiment le pays. Il s'est orienté un peu sur l'industrie. On a commencé à représenter des grandes usines au Mexique, mexicaines, donc sur la partie Europe. Et voilà. Et moi, j'ai repris en fait l'activité depuis. Ça fait 20 ans que je travaille avec mon père. Je travaille avec mon père. Maintenant, il a pris sa retraite, mais. On va avoir le temps de l'évoquer tout à l'heure. Alors, vous avez évoqué la gentillesse des Mexicains. Parlons un petit peu justement de la vie au quotidien. Et tout à l'heure, on reparlera des aspects culturels et justement de cette gentillesse des Mexicains. La vie au quotidien. Alors, Guadalajara, est-ce que c'est une ville chère ? Alors, oui, enfin, moi, je reviendrai tout de suite sur le fait que Guadalajara, dans la géographie mondiale, n'est pas très connue quand on en parle comme ça. Mais en fait, c'est la capitale du tequila, donc qui est mondialement connue. Donc, on en a un petit peu parlé. Bouteille, là, et puis, on dit au Mexique, Jalisco es México, c'est-à-dire les symboles que nous avons du Mexique, à la fois du tequila, du sombrero, les charros et les mariachis, sont en fait originaires de l'État de Jalisco, donc de Guadalajara, qui en est la capitale. Donc, en fait, le Guadalajara est très symbolique en fait de l'image que nous avons du Mexique. Donc déjà dans un premier temps. Ensuite, bon, la ville en tant que telle est une ville très arborée, très agréable, un climat tempéré. Donc c'est la raison pour laquelle aussi ce sont des villes qui se sont énormément développées parce qu'on est à peu près à 5000 pieds, c'est-à-dire à 1500 mètres d'altitude, ce qui au Mexique constitue une altitude parfaite au niveau climat. Donc on a un climat entre 25 et 28 degrés toute l'année avec un ensoleillement 350 jours par an. Il y a la saison des pluies, bien évidemment, qui est importante au Mexique, qui dure à peu près 3 mois, mais le climat est vraiment très, très intéressant. Donc une très belle ville, hein, on voit des images là qui. Oui, alors la ville derrière. est très arborée, de grandes avenues. On est sur un schéma classique américain, c'est-à-dire un grand damier, un centre-ville colonial, mais ensuite un damier, donc avec de grandes avenues qui sont arborées. Et donc c'est une ville qui est assez facile pour y circuler et pour se loger, et pour y vivre. Alors en ce qui concerne le niveau de vie, alors c'est toujours pareil. Par rapport aux salaires locaux, la vie est forcément, je dirais, dans les proportions que lorsqu'on est en France. Lorsqu'on est expatrié ou avec des revenus, disons, liés à l'exportation, par exemple, ou investisseur, la vie n'est pas chère. On trouve des appartements. Les étudiants, par exemple, arrivent à se loger à moins de 200 € par mois. Pour quelqu'un qui vient avec une famille, qui souhaite avoir une très belle villa avec piscine, ça va coûter à peu près un peu moins de 1000 €. Donc la vie n'est pas excessivement chère. Donc un climat formidable, un coût de la vie peu élevé. Oui, relativement peu élevé, oui. Une culture très intéressante qu'on va développer. Une vraie authenticité locale, ce qui fait que ce qui est très intéressant pour un étranger qui arrive au Jalisco, c'est qu'on est tout de suite immergé dans une culture tout à fait mexicaine. Avec tous les clichés au bon avec sens du tout terme. Le folklore, et effectivement, folklore qui va avec. Du Alors, ceci étant, j'aime bien le symbole de Guadalajara parce qu'en fait, c'est un arbre avec 2 lions qui enserrent cet arbre. Donc, on ressent d'un côté les racines profondes de l'authenticité mexicaine avec une vraie ouverture sur le monde. C'est-à-dire que Guadalajara est devenu, avec le temps, une ville extrêmement cosmopolite du fait de son immigration, parce qu'il n'y a pas que des Français qui sont venus, il y a aussi énormément d'Italiens, il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup d'Américains qui vivent à Guadalajara, qui travaillent à Guadalajara. Donc, c'est une ville qui est ouverte sur le monde. Donc ça, c'est très intéressant. Mais en même temps, il y a ce côté société un petit peu provinciale, un peu conservatrice, qui fait qu'on est vraiment sur un schéma où les gens préservent leurs racines et leur authenticité locale. On va en parler plus largement tout à l'heure, après l'intervention de Myriam Vachez, qu'on va réécouter encore et qui va nous présenter un peu plus en détail le Jalisco et notamment sa vocation touristique et culturelle. On l'écoute tout de suite.
Jalisco est également une grande destination touristique. Nous avons bien entendu Puerto Vallarta, tourisme de plage, nous avons le tourisme de montagne, nous avons de très jolies villes coloniales aussi, importantes à visiter, et nous avons un très grand festival international du mariachi. Jalisco est la patrie du mariachi, du tequila et de la charrería. Donc nous avons ce grand festival qui attire des mariachis du monde entier parce que si bien ils sont nés ici, ils se sont multipliés un peu partout. Nous avons des mariachis qui viennent de Chine, de France, de toute l'Amérique du Sud, qui se réunissent ici et bien entendu, ça devient une énorme fête pendant 10 jours dans la capitale de l'État du Jalisco. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le Jalisco, c'est le berceau du folklore mexicain. Et alors, la culture du Jalisco, qu'est-ce que c'est? Comment sont les gens? Comment réagissent-ils? Qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire? Alors déjà, Jalisco, c'est une... Alors le Mexique en général est un pays, bon, vous savez très bien qu'il y a une histoire préhispanique, coloniale et moderne. La zone ouest du Mexique a été une zone où il y avait très peu de civilisation préhispanique. Donc en fait, la grande partie de la population est une population, je dirais, immigrée, métissée, mais immigrée. Donc déjà, ça c'est un premier aspect. Les gens sont extrêmement accueillants, ça c'est certain. Surtout nous qui sommes étrangers, on est tout de suite très bien intégrés, très bien acceptés, et en particulier quand on est français, du fait justement de toutes ces vieilles familles qui aujourd'hui ont une importance cruciale à la fois sur l'économie, mais même dans la politique. On voit bien Mme Vacher, par exemple, aujourd'hui, qui a un poste très, très, très important dans le gouvernement et qui est d'origine française. Donc ce sont des gens qui nous ont apporté, je dirais, une grande légitimité et une grande crédibilité lorsque l'on s'installe. Donc quand on est français... Il y a de vraies traditions familiales à respecter. Voilà. Alors ensuite, bon, la société est un peu conservateur, donc c'est vrai que la famille est importante, les relations, les amis, c'est très important. Venir à Guadalajara, c'est déjà se constituer un réseau. C'est extrêmement important d'avoir un réseau pour pouvoir y vivre et pour pouvoir y survivre, j'allais dire. Y survivre? Pourquoi y survivre? Non, survivre parce que seul, on ne fait rien. C'est inquiétant. Voilà, seul, on ne fait rien. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne fait rien sans les autres. Même dans les affaires. Même dans les affaires. Surtout dans les affaires. Et donc, il y a aussi cet effet qui est important, c'est de savoir également donner pour pouvoir recevoir. Donc, il faut être très solidaire. Qui dit réseau dit propagation de la rumeur très rapide. Alors oui, alors il y a le côté un peu village, effectivement, donc il faut faire très attention à son image, c'est très important. Disons qu'effectivement, la crédibilité dans les familles, on connaît les familles, les gens se connaissent, vous voyez. Tout se sait très vite. Tout se sait vite, mais on se connaît. D'ailleurs, on sait avec qui on traite, on sait comment traiter. Il y a un côté assez provincial, en fait, par rapport à un Français de France. C'est un petit peu comme si on traitait avec une ville de province, qui a plus de tranquillité. Avec ses notables, voilà, ouais, c'est ça. Donc, Et c'est pas pesant, ça? Ça peut l'être de temps en temps. Nous, en tant qu'étrangers, on ne le ressent pas trop. Pour les Mexicains, je pense que ça doit être plus difficile. Quand on est en classe d'une classe moyenne ou d'une classe inférieure et qu'on essaie de monter dans la hiérarchie sociale, effectivement, ça peut être un frein. Mais nous, en tant qu'étrangers, même si on est pauvre, je dirais, on est tout de suite accepté parce qu'on représente quelque chose de différent. En termes de management, quand on a à gérer des gens sur place, quelles difficultés peut-on rencontrer, ou tout au moins, à quoi faut-il faire attention? C'est un ensemble de choses. C'est assez compliqué finalement parce que ils sont très proches de nous. Moi, je considère toujours qu'il y a... mon argument, c'est toujours qu'il y a comme un petit chromosome de différence entre... Mais un petit chromosome, ça peut faire beaucoup. Hein. Ça peut faire énormément. En fait, c'est toujours un petit problème de compréhension. On est latin, en fait. On est d'une certaine manière assez latin. Mais il faut toujours travailler la proximité. C'est ça qui est très compliqué, à travailler à 10 000 km de distance. Donc, moi, mon expérience aujourd'hui, c'est d'essayer d'intéresser mes fournisseurs au marché français, européen. Donc, c'est leur expliquer qu'est-ce qui intéresse le consommateur français. Et comment vous faites alors? Est-ce que c'est... Il faut leur donner une notion d'affect? Il faut leur donner des pistes. Oui. Voilà. Moi, je crois qu'en fait, que ce soit Guadalajara ou l'ensemble du Mexique, c'est à peu près la même problématique. C'est-à-dire que sur l'échelle de la latinité, on est tous latins. Les Français sont latins, les Mexicains sont latins. Sauf que dans l'échelle de la latinité, les Français sont les moins latins des latins et les Mexicains les plus latins des latins. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, par exemple, nous sommes rigoureux, voire même des fois un peu rigides. Les Mexicains sont souples, voire même des fois un petit peu désorganisés, laxistes. Donc il faut savoir gérer cette latinité qui est un élément commun,
mais dans lequel il y a également beaucoup de différences. Au niveau de La gestion langue du temps, aussi. par exemple, c'est Ouais. quelque chose qui est très difficile au Mexique. Aléatoire. Il y a l'heure Aléatoire, mexicaine. oui. Il y a l'heure mexicaine. Oui, il y a des expressions, par exemple, au Le Mexique, mañana. on dit l'armée, en France, on dit l'armée mexicaine, ça veut dire, bon, c'est le bordel. Au Mexique, on dit no te pongas francés, ne te mets pas comme un Français, sois pas arrogant, monte pas sur tes grands chevaux. Donc il y a cet aspect culturel, mais l'important c'est de le savoir. Mais Une fois ils aiment bien qu'on les sait le Français. savoir, on sait le gérer. Oui, c'est pas gênant, je veux dire, mais simplement que nous, on est obligé de gérer cet aspect-là des choses. C'est-à-dire qu'au Mexique, il faut savoir être patient et il faut savoir être persévérant. Ceux qui ne le sont pas n'y arrivent pas. Si vous êtes trop rigide, trop exigeant, c'est très difficile. Il faut savoir gérer les choses. La qualité se fait dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les choses bien Oui, et c'est vite. c'est la C'est qualité ou dans bien le temps. ou vite. Mais D'accord. alors, pour faire bien et vite, il faut énormément d'expérience. Et justement, c'est ça le défi. Donc, il y a un vrai défi culturel, en fait, quand Ce on qui est arrive au compliqué- Mexique. ce qui est très compliqué, c'est que quand on est en affaire avec un fournisseur, il nous dit jamais non. En fait, on sait jamais à quel moment il va pas être d'accord avec vous. Donc il va vous dire oui, mañana, etc. Et puis Le vous nom attendez, n'existe Et vous pas. comment on attendez, arrive à et déceler le temps se Ah, perd. c'est et l'expérience. Le nom n'existe pas. Il faut ressentir ça, effectivement. Voilà. C'est très compliqué. Les Mexicains ouais. sont des gens qui sont extrêmement bien élevés, très très polis, et ils n'aiment pas vexer les gens. Donc le non n'existe pas. Le non, c'est vexatoire. Donc quand on vous dit peut-être, vous pouvez être certain que c'est non. Si on vous dit oui, c'est peut-être ou oui, on ne sait pas. Donc il faut savoir gérer, il faut savoir comprendre, il faut savoir codifier. Avec les Mexicains, il faut savoir lire entre les lignes. C'est des gens qui sont extrêmement fins. Vous vivez depuis de nombreuses années. Hein. Moi, ça fait 35 ans que je vis ou que je vais au Mexique. Ouais. Vous avez donc l'expérience. Moi, aller voir, je sais tout de suite ce qu'ils pensent. Donc c'est assez C'est simple. plus mexicain que français aujourd'hui. Ouais, moi je les comprends Voilà. bien. Et même au niveau de la langue, quand même. Oui, oui, Il y mais a des tout- subtilités c'est aussi. très, au niveau de la langue, hein. ça demande de l'expérience. Ça demande Mm. de l'expérience. Donc c'est pour ça qu'on en revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. Lorsque un étranger, une entreprise veut venir s'installer au Mexique, en particulier à Guadalajara, je pense que ce qui est important, c'est de travailler sur les réseaux existants. Alors nous, on est assez nombreux. Il y a une communauté française qui est très très bien structurée, et donc on peut, à travers cela, gagner du temps. Vous voyez, vous avez des gens qui arrivent et il suffit d'avoir des gens qui sont des locaux qui peuvent vous accompagner et ils vous expliqueront quel ressenti ils ont et surtout ils élimineront, disons, les obstacles et les difficultés qu'il peut y avoir. Parce que En fait, il faut forcément, travailler il y la en a proximité, toujours un c'est peu. ça qui est compliqué. Voilà. C'est qu'il faut faire comme si on traitait avec un voisin. Il faut arriver à trouver ce moyen d'être proche d'eux, donc d'être réactif, de communiquer, Ouais. d'avoir un fil de conducteur d'informations qui transite bien, parce que très souvent c'est le problème, c'est que parfois vous envoyez des mails, vous n'avez jamais de réponse, ou Et après c'est la beaucoup panique. de patience et de Voilà, donc c'est persévérance. ça. hein. Et Voilà. c'est vrai que moi je sais que sur Jalisco ou dans toutes les régions du Mexique, je travaille toujours avec des correspondants locaux qui me permettent justement de faire un peu la traduction entre mon côté rigide français, surtout parisien, Et impatient. et impatient, et effectivement cette tranquillité, fausse tranquillité, parce qu'ils sont très travailleurs. Mhm. Mais c'est vrai que, hormis d'être un petit peu souple dans le temps, et on a aussi très souvent des petits désaccords de compréhension dans la précision du produit, si vous voulez, ou du service. Donc, ils sont très D'accord. créatifs, si vous voulez. Voilà. D'accord, dans tous les sens du terme. Exactement. Ouais. exactement. D'accord. On va tout de suite passer à un autre sujet. On devait faire une petite pause, mais on ne la fera pas. On va parler de l'investissement à Guadalajara quand on est un entrepreneur. On va essayer de voir quels sont les secteurs porteurs, quels sont les secteurs à exploiter. Si on veut s'installer là-bas. Et on va donc entendre René Rivial. 2 mots sur René Rivial que vous avez été interviewé. Alors, René Rivial est un Français, alors c'est une deuxième génération, né au Mexique. Il est propriétaire de la plus grosse fabrique de peinture au Mexique. C'est l'ancien président de la Chambre de commerce de Guadalajara. D'origine française ou pas Alors, tout à fait, ils sont d'origine française, ils sont du sud-est de la France. C'est donc... Des Barcelonettes. Non, ils Non. sont de Gap. D'accord. Enfin, je crois qu'ils sont de Gap, oui. Et donc, René Rivial sera cette année certainement le prochain président ou le premier président de la Chambre de commerce franco-mexicaine qui va ouvrir cette année à Guadalajara. Très bien. Alors, c'est Eh une bien- grande personnalité de la communauté française à Guada. Et bon, on va tout de suite l'écouter. Jalisco, c'est un État qui a beaucoup d'atouts. L'agroalimentaire, c'est très important. C'est une industrie traditionnelle. On produit des fruits rouges, des légumes, de la viande blanche, surtout des cochons, des poulets, des œufs, et des huiles végétales, des huiles exotiques comme les huiles d'avocat, des huiles de sésame. Et aussi, on est très puissant dans l'industrie des sucreries.
et la pharmaceutique se développe rapidement. Comme une industrie traditionnelle, on peut parler du cuir, du textile, de la mode, de la bijouterie. Jalisco était toujours un des premiers dans le Mexique. Les meubles, c'est une industrie très, très importante. La métallurgie et aussi, on peut dire, les industries modernes. Les industries modernes s'implantent et on appelle le ballet du silicone mexicain. C'est l'industrie high-tech, l'électronique, l'électromécanique. Et pour tous ces avantages que nous avons concentrés dans la ville de Guadalajara et ses alentours, on peut dire que c'est intéressant pour la Chambre de commerce franco-mexicaine de s'établir ici. Et dans les prochains mois, on va la voir associée avec la Chambre de commerce de Guadalajara. Et nous avons aussi, il faut être orgueilleux d'avoir le meilleur parc d'exposition de l'Amérique latine. Voilà, donc on vient d'entendre Yves Gomis. René Rivial. René Rivial, excusez-moi. Qu'est-ce que tout ce qu'il vient de dire vous inspire? Vous êtes bien sûr d'accord avec lui? Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, Guadalajara est une ville extrêmement... Je veux dire, il y a un triangle économique au Mexique qui est Mexico, Guadalajara, Monterrey. C'est le triangle économique avec au centre El Bajío. Se produit pratiquement 80% de l'industrie mexicaine est là. Donc Guadalajara, effectivement, a des secteurs très porteurs et très anciens, notamment dans le secteur du cuir, du textile, donc, de là, on y fait du l'agroalimentaire. sourcing. Hein. Ah oui, tout à fait. Vous, c'est là où vous venez, Ah oui, complètement. C'est très, très large. Vous avez du textile. Il y a... En plus, ce qui est très pratique pour moi au Mexique, c'est que vous retrouvez des zones de production spécialisées. Donc, vous allez... Un endroit, c'est les chaussures. Un autre, c'est... Très souvent comme ça. Ouais. En plus, ça leur permet d'avoir un vivier d'employés performants, connaissant déjà le métier. Donc, tradition familiale, j'imagine, voilà. là encore. Il y a ça aussi, puis je crois que ça remonte aux jésuites espagnols. Oui, tout à fait. Ça. Oui, Donc, c'est très ancien. Oui. donc c'est très ancien et ça, pour un acheteur, justement, c'est pratique parce qu'on est dans une zone. Bon, par exemple, on parlait d'artisanat, vous allez à Tonalá, c'est une ville d'1 million d'habitants, c'est le plus grand marché d'artisanat au Mexique. Je crois que le marché fait 5 km de long, il est C'est énorme. loin de Guadalajara? Ah non, c'est dans Guadalajara. Enfin, C'est dans Guadalajara. C'est la banlieue. C'est c'est comme la vous allez à banlieue. Montreuil en étant à Paris. D'accord. Voilà. Sauf que c'est une ville qui a centuplé en 30 ans, 40 ans. Maintenant, c'est 1 million d'habitants. Vous voyez, Oui, parce que Guadalajara, en fait, c'est 5 municipalités qui sont... Vous avez ce Guadalajara au centre, et puis après, vous avez Vous habitez 4... où, vous? Alors, moi, j'habite pas à Guadalajara, j'habite à 45 minutes sur le plus grand lac du Mexique, qui s'appelle le lac de Chapala, qui est juste après l'aéroport de Guadalajara, et qui est un lac qui fait 80 km de long sur 20 km de large, Un beau et qui est site. considéré comme étant l'endroit où le climat est le meilleur au Mexique. Il y a une très, très grosse communauté internationale qui vit sur les rives du lac de Chapala. D'accord. Voilà, donc, pas mal de Français, peut-être? Il y a quelques Français, mais il y a surtout beaucoup de Canadiens, Québécois et Américains. D'accord, très bien. Et puis alors aussi, on va parler de cette fameuse Silicon Valley du Mexique, pour laquelle d'ailleurs on parle beaucoup de Guadalajara actuellement. Oui. Alors qu'en est-il exactement? En quoi Alors, ça consiste? Où En sont-ils? fait, la tradition vient justement de l'artisanat, c'est-à-dire des gens qui savent travailler avec les mains, qui ont une facilité au niveau de la manipulation. Et Manuels, donc, ils sont manuels, ils manuels, sont oui. très très manuels. Et donc à partir de là, il y a quelques usines qui sont venues s'installer dans le milieu de l'électronique. Et aujourd'hui, on a des secteurs très importants comme des boîtes comme Flextronics ou Siemens. Flextronics, dont le directeur financier est français d'ailleurs, c'est 14 000 ou 16 000 employés. Donc ce sont eux notamment qui fabriquent les téléphones portables que vous utilisez en France. Il y avait l'usine Thomson, par exemple, tous les DVD Thomson que vous aviez en France étaient produits aussi sur Guadalajara. Donc il y a une grande industrie dans l'électronique, l'électromécanique qui s'est développée depuis quelques années. Et elle est où exactement, cette Silicon Alors en Valley? général, ce sont des zones industrielles qui sont en prolongation de la ville vers justement Tequila ou vers l'aéroport ou Chapala, dans des parcs industriels qui sont ultra modernes. Ce sont des villes en fait, avec des stades, avec des installations sportives, C'est pas encore une Googleville, mais presque. une qualité de travail. C'est très très américanisé en fait dans ces secteurs-là. D'accord. Et c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je veux dire, on est vraiment au-delà même du monde moderne, quoi. Je veux dire, ce sont des structures qui sont très 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 bien organisées. D'accord. Alors, il y a aussi un autre sujet qui est à évoquer quand on parle de Guadalajara, et on va le savoir en écoutant Yves Gomis, qui est donc sériculteur, Oui. puisqu'il est spécialisé dans la culture en serre
des fruits, Oui, etc. production hydroponique en particulier. Voilà, et lui aussi vit là-bas depuis assez longtemps, je crois. Oui, alors lui, je crois que ça fait 15 ou 20 ans qu'il est au Mexique. Envoyé par une entreprise américaine Voilà, à il la base. travaillait pour une entreprise américaine qui produisait donc des fruits et des légumes pour l'exportation dans le marché américain, très spécialisé sur le haut de gamme. Et donc là, depuis quelques années, il s'est mis à son compte et il travaille notamment la production bio. Très bien. Alors, on va tout de suite écouter Yves Gomis. Si vous êtes un entrepreneur français, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à Jalisco pour des productions de transformation, comme des confitures, des viandes de la charcuterie, du fromage. Ce sont encore des produits qui ne sont pas très développés. Il y a un petit peu d'artisanat qui est fait, mais on ne trouve pas ça en grande quantité sur le marché mexicain. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour ce genre de produits. Donc, le Jalisco a un bel état si on veut pratiquer l'agriculture et la culture des fruits rouges et des... Oui, alors c'est le premier exportateur de fruits rouges, donc producteur et exportateur vers les États-Unis et le Canada. C'est assez récent également, c'est une industrie agroalimentaire qui s'est développée depuis 10 ans, liée précisément à son climat. Alors, et en particulier... Et la qualité de sa terre aussi, je crois. Alors non, parce qu'il y a une grande partie en fait qui est produite en hydroponie. Donc en fait, il faut du soleil et de l'eau. Et surtout une température idéale toute l'année. Donc notamment, ils sont installés chez moi. Je les vois sur les coteaux des montagnes d'environnement. Aussi, hein. Voilà, ils font des tomates cerises et puis l'ensemble des fruits rouges à l'exportation. De très grande qualité. Il y a un très beau marché. Là, on voit les images. Je crois que c'est là d'ailleurs où va Yves Gomis. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le marché bio, en fait, du petit village d'Akikik où se trouvent les Américains, les Canadiens. Ce sont vos images, d'ailleurs. Oui, d'accord, ok. Donc, on voit effectivement, sur la population locale, vous avez un habitant sur deux qui est étranger. Donc, c'est très cosmopolite, c'est très marrant. Il y a l'autre atout de la logistique, hein. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure. En fait, si vous voulez, le Mexique, c'est un pays qui est très loin de l'Europe, donc c'est toujours un peu compliqué à faire venir. Et moi, mon travail, si vous voulez, depuis des années, c'est orienté à faciliter l'importation pour les acheteurs européens. Donc, on fait du contrôle qualité, on fait bien sûr du sourcing. Bon, quand on a trouvé les produits, après, il faut les ramener. Donc, on analyse... En matière douanière, il n'y a pas trop de contraintes ? Il y a des accords de libre-échange avec le Mexique, entre l'Europe et le Mexique, ce qui facilite beaucoup la tâche. Donc, on a des abattements de droits de douane assez conséquents. Ce qui est souvent assez compliqué, c'est d'avoir certains documents comme les EUR1, qui sont des documents qui permettent justement de passer. Là aussi, patience et persévérance. Voilà, parce qu'au Mexique, dans les secrétariats d'économie, ils n'ont pas toujours le réflexe de bien faire la documentation. Moi, je sais que très souvent, on se retrouve avec des petits problèmes de communication de papier et d'interprétation de papier. C'est-à-dire qu'au Mexique, quand on fait une facture fiscale, sauf qu'un douanier français comprend rien d'une facture fiscale en général. Alors justement, à propos de fiscalité, très rapidement, quelques chiffres. Fiscalité... Locale ? Oui. En fait, fiscalité d'entreprise, maximum 35%. D'accord. La pression fiscale au Mexique, c'est 11% du PIB. Donc, c'est très loin de ce que vous avez en France, puisqu'en France, on est à peu près à 47 ou 48%. On n'en parle plus en France. Donc, on n'en parle plus. Donc, on est très loin. Et puis, TVA locale, elle est à 16% aujourd'hui. Et c'est uniformisé, d'ailleurs, puisque sur la frontière, elle était à 11. Maintenant, elle est passée à 16. Donc, Fred en parlera tout à l'heure un petit peu sur l'aspect macroéconomique. Sinon, au niveau fiscalité individuelle, inexistante réellement, je veux dire, à moins d'être salarié à très haut niveau, mais sinon, une pression fiscale très faible. D'accord, très bien. Nicolas Courbet, merci infiniment. Peut-être un tout petit mot que vous auriez envie de dire pour ceux qui nous regardent par rapport à cette ville que vous aimez. Voilà, allez-y, c'est une ville magnifique, les gens sont agréables, ils sont créatifs, ils sont... Et puis c'est une belle ville. Exactement. Et Pierre-Éric, là tu es, c'est magnifique. Donc, voilà. Donc touchez Alain. Touchez Alain. Non, c'est vrai qu'on vit dans Est-ce que je peux laisser son numéro de téléphone Oui, on va le donner. Bon, ils vont tous me trouver sur le Grand Journal, de toute façon. Merci beaucoup, Nicolas. Nous sommes à nouveau sur le plateau des 24 heures chrono dans l'émission consacrée à Guadalajara. Je le dis avec l'accent. Efren Garcia, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller de presse à l'ambassade du Mexique en France. Voilà. Et toujours Alain Figadère à mes côtés, rédacteur en chef du Grand Journal, qui est diffusé au Mexique. Oui, sur Internet. Aux francophones, francophiles. Partout dans le monde, via Internet. Oui. Voilà, très bien. Efren Garcia, donc merci d'être avec nous.
j'aimerais qu'on aborde la politique du Mexique en matière d'investissement étranger. Il semblerait qu'il y ait des aides, qu'il y ait un incentive qui va dans ce sens-là. En quoi consiste-t-il ? Bon, les incentives sont très importants parce que de quoi il s'agit ? Il s'agit que nous sommes intéressés à la génération d'emplois. Et nous sommes intéressés dans une relation de longue durée. Dans ce cas, avec les investisseurs français, ce que nous voulons, c'est qu'ils restent au Mexique. Et d'abord, je dois dire que nous sommes très fiers qu'il y ait des Français aussi intéressés au Mexique, comme Alain Ficadère, comme Nicolas Corbet. Nous sommes très fiers que ce sont des Français qui aiment beaucoup le Mexique. Et puis, vous savez, en juin dernier, Madame l'ambassadeur Béton-Delay, qu'on a vu, a reçu 18 entrepreneurs français qui sont allés à Jalisco pour voir de nouvelles opportunités d'investissement. D'accord. Si les personnes qui sont en train de nous voir maintenant ne sont pas allées dans ce voyage, bon, c'est dommage, mais il y aura des opportunités de rapprocher à l'ambassade ou aux gens qui nous pouvons vous aider précisément à ce qu'il disait, à créer ce réseau. C'est très important de le créer. Et vous savez, au Mexique, il y a une relation très solide entre la France et le Mexique. Monsieur le Président Hollande va aller le 10 et 11 avril au Mexique en visite d'État. Monsieur le Président du Mexique viendra en novembre. D'accord. Et puis aussi, c'est les pays les plus importants et les plus bons pour investir au monde. Parce que le Mexique est parti de l'Amérique du Nord. Nous sommes l'entrée aux États-Unis, mais aussi nous sommes entrés à l'Amérique latine, à l'Asie, et nous sommes partis aussi, bien sûr, d'une relation et d'un réseau. On parle encore des réseaux. Un réseau où nous avons des accords pour entrer avec la préférence commerciale dans 45 pays, les 45 plus importantes économies du monde, où il y a l'Europe, le Japon, les États-Unis et l'Asie, bien sûr. En termes d'aide, Monsieur Garcia, Oui. est-ce que, d'une façon assez rapide, Oui. vous pourriez nous dire en quoi elles consistent, ces aides ? Oui, les aides fondamentalement consistent à des exemptions temporaires des impôts pour les revenus pour les nouvelles entreprises. D'accord. Et aussi pour des aides pour les entreprises qui achètent ou qui utilisent des immeubles de longue durée dans les parcs industriels de Jalisco. Il y a plus de 40 parcs industriels à l'état de Jalisco, qui c'est une capitale, comme on l'a dit, c'est la capitale de la mode du Mexique. C'est la capitale, on appelle la cité créative numérique, que c'est où il y a tout ça. Il faut dire qu'en France, il y aura cette année à MIPCOM, que c'est le marché le plus important à Cannes de l'audiovisuel du monde. Le Mexique est le pays d'honneur. Et là, la relation de la cité créative numérique de Guadalajara et la France sera très importante aussi pour que les Français connaissent tout cet aspect de l'économie et du développement technologique. Donc il y a un vrai dynamisme de la part de l'État mexicain pour justement faire la promotion de cet État qui gagne à être connu, qui est tout près de Puerto Vallarta, qui est si connu au niveau touristique, n'est pas très loin de... Alors Puerto Vallarta, qui est le Saint-Tropez du Mexique, fait partie de l'État de Jalisco, dont Guadalajara est la capitale. Voilà. C'est à peu près à 3 heures de route de la capitale, Guadalajara, sur la côte. Alors, je crois que vous vouliez nous parler d'un secteur où il faut investir. Alors, moi, je dirais simplement, pour reprendre ce que disait Efren, c'est que Guadalajara, la majorité des entreprises sont des PME, PMI. Nous, on appelle aux entreprises françaises PME, PMI à venir s'investir au Mexique. Alors, pour quelle raison ? Le Mexique aujourd'hui, enfin la plupart des entreprises PME, PMI de Guadalajara sont des entreprises qui sont matures, qui ont des marchés, qui ont un savoir-faire local et qui sont bien implantés. Ce qu'ils recherchent, eux, aujourd'hui, c'est un savoir-faire et c'est le côté qualitatif des produits français. Alors je pense notamment, par exemple, dans l'industrie, tout ce qui est industrie de transformation. On a des fruits rouges, on n'a personne pour faire des confitures de qualité. On produit du porc, du poulet, etc. Il n'y a personne qui fait de la charcuterie. Donc il y a toutes les industries de transformation et du nivellement par le haut de produits. Alors par exemple, les plats préparés pour développer dans les supermarchés. Ça, les Mexicains sont demandeurs. Alors moi, je reprendrai toujours l'exemple d'une fusion, d'une association qui s'est faite entre le groupe BSN et un groupe local qui s'appelle AGA. Et dans les années 80-90, ils ont lancé un produit de distribution d'eau qui s'appelle Bonafont. Et aujourd'hui, Bonafont est devenu un
un produit national. C'est vraiment l'exemple de la réussite franco-mexicaine. Et là, on est vraiment dans ce contexte-là où chacun peut vraiment apporter quelque chose à l'autre. Et là-dessus, M. Rivial m'a vraiment explicitement demandé à ce que je fasse ce message. Passer le message, parce que lui est vraiment disponible pour donner les adresses et surtout les personnes et les entreprises avec lesquelles il faut travailler. J'ai un projet, je suis français, PME, je veux investir là-bas, je serai accueilli à bras ouverts. Il ne s'agit pas de délocalisation, il s'agit simplement d'aller produire au Mexique pour le marché mexicain, pour l'exportation vers le Canada et les États-Unis. Il ne s'agit pas d'aller au Mexique pour produire ce que vous êtes capable de faire en France, mais d'apporter un savoir-faire local et avoir des plus-values qui rapportent également aux entreprises qui investissent là-bas. C'est là-dessus véritablement où on est prêt à aider. Il accueille les PME françaises à bras ouverts. Et voilà, et nous sommes en France. Ça, c'est un message. Oui, et nous sommes en France. Et vous êtes en France. Donc, il faut aller vous voir à l'ambassade du Mexique en France. Voilà, nous sommes au 9 rue de Longchamp à Paris, et l'équipe de monsieur l'ambassadeur Agustín García López, qui est l'ambassadeur du Mexique en France, nous vous attendons pour vous rapprocher au Mexique, vous vous rapprochez à Jalisco aussi. Le numéro de téléphone de l'ambassade 0153, si je peux le dire. Oui, allez-y alors. 70 27 70. Très bien. Oui, écoutez... puis moi, je rappelle simplement que cette année, nous allons ouvrir donc l'antenne de la Chambre de commerce franco-mexicaine à Guadalajara et qui fera partie de la Chambre de commerce de Guadalajara. Monsieur Rivial en sera certainement le président et va de toute façon coordonner cet ensemble. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur le Grand Journal, se rapprocher du Grand Journal et nous, on vous mettra en contact avec les personnes adéquates. Et voici un magazine dans lequel vous pourrez retrouver des articles d'Alain Figadère ou d'autres rédacteurs du Grand Journal, si vous avez envie de partir à la découverte du Mexique, peut-être avant d'y investir. Voilà, alors déjà, on n'a pas parlé beaucoup de tourisme, mais enfin c'est également, je dirais, on a parlé du Saint-Tropez. Voilà, une des activités importantes de Jalisco. Madame Pachez l'a dit dans sa vidéo. Je veux dire, le Pacifique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, ne serait-ce que pour y voir les petites tortues. Voilà, ça c'est aussi. Et www.promexico, on va l'inscrire, sur le site. C'est le site surtout pour savoir plus sur les investissements en Mexique et les conditions pour vous aider. Merci beaucoup, Efren Garcia, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour la bouteille de tequila. C'est un plaisir. Merci Alain Figadère pour votre Sandrine, merci à vous. C'était vraiment très sympa. J'espère que ça aura permis à beaucoup de monde de découvrir cette merveilleuse région du Jalisco. Alors, tout de suite là, à 20h, on change de région et on part à Rabat. Merci beaucoup, au revoir.